Bonjour à toutes et à tous, on va commencer, si vous pouvez finir de rentrer dans le chapiteau. Et on va commencer du coup cette table ronde du réseau pour la grève générale. Si, je mets là. Donc bonjour, moi je m'appelle Alberta, je suis militante à Révolution Permanente. Et je vais animer un petit peu cette table du réseau pour la grève générale qu'on fait ce soir. Pour nous c'était important de discuter après 6 mois de mobilisation, de lutte contre la réforme des retraites et toute l'expérience importante de lutte des classes que ça a été pour nous toutes et tous, de cet outil qu'a été le réseau pour la grève générale, qui a réuni de nombreux secteurs du monde du travail sur lesquels je vais revenir maintenant et dont on vous offre aujourd'hui, entre guillemets, un échantillon pour pouvoir discuter aussi de comment ce réseau peut servir pour les batailles du futur contre le gouvernement de Macron qui prépare déjà ses attaques. Donc pour expliquer un petit peu qu'est-ce qu'a été le réseau pour la grève générale dans cette séquence de lutte contre la réforme des retraites, tout a commencé avec une tribune qui est sortie le 28 janvier, en plein début en fait, de lutte contre la réforme de Macron. Et l'idée du réseau, c'était d'essayer de coordonner. En fait, cette tribune, elle a été signée par plus de 300 syndicalistes intellectuels comme Frédéric Lordon, Saïd Bouamama, Youssef Brakni, Kautar Archi, mais aussi des militantes féministes, antiracistes, etc., pour se coordonner, pour essayer de poser les bases à une stratégie alternative à celle de la défaite en fait, qu'on a connue des directions syndicales qui nous ont mené en fait, à la défaite contre Macron et son gouvernement. Et on est très content d'avoir, y compris au-delà de ceux qui sont aujourd'hui derrière cette table, dans la salle, de nombreux travailleurs et travailleuses qui participent à cette université d'été, de l'ensemble des secteurs qui ont animé et participé d'une manière ou d'une autre au réseau pour la grève générale. Donc il y avait des secteurs des travailleurs des transports, de la RATP, de la SNCF, de Transdev, mais aussi de l'aéroport de Roissy à côté de moi et de Orly, d'EasyJet, de Géodis, mais aussi de la métallurgie, où on a des camarades de Sidel du Havre, de Stellantis Mulhouse et Ordin, de Airbus, de la CIM Aéro et des sous-traitants plus généralement de l'aéronautique. On a aussi des camarades de la chimie et de la pétrochimie, donc il y a la raffinerie de Total Normandie, mais aussi de Fezin, de Carling, de Grandpuits, et d'autres sous-traitants de la chimie, mais aussi des travailleurs de l'énergie, des centrales nucléaires, de l'agroalimentaire, du social ou encore de la fonction publique, avec des profs, des salariés de ministères, des hospitaliers, des travailleurs et des travailleuses de la santé, qu'on est très content en fait d'avoir aujourd'hui avec nous dans la salle et dont on va essayer en fait de discuter, puisque le but de cette table ronde, c'est de pouvoir échanger sur l'expérience qu'a été le réseau pour la grève générale. On va commencer avec un certain nombre d'interventions et ensuite le débat sera ouvert à la salle, donc vous êtes toutes et tous invités à prendre la parole et à discuter. Donc je vais présenter la tribune, ensuite je vais laisser la parole à Anas qui va un peu introduire le débat. Donc Anas Kazib qui est cheminot, militant à Sudrail et Révolution Permanente. À mes côtés, j'ai Tayeb qui est un travailleur dans la sous-traitance de l'aéroport à Roissy-Charles de Gaulle, qui est porte-parole du syndicat Sud-Aérien et qui a mené des batailles importantes aux côtés du réseau pour la grève générale. À ses côtés, on a Clément, qui est cheminot, militant à Sudrail et à Révolution Permanente, connu pour la grève sauvage de Châtillon, notamment après le 49.3. À ses côtés, on a Aurélien, qui travaille dans une usine de traitement de déchets, les éboueurs au Sivom, en région parisienne, qui a aussi été beaucoup suivi par le réseau pour la grève générale. Et ensuite, on est aussi très fiers d'avoir à nos côtés Mariama Sidibé, qui est porte-parole de la coordination des sans-papiers 75 et qui a une longue trajectoire de lutte pour le droit des travailleurs sans-papiers. Et d'ailleurs, dans les jours qui viennent, le 26 août, on fête le triste anniversaire de l'occupation de l'église Saint-Bernard à Paris, dont Mariam faisait partie à l'époque et dont voilà, elle a lutté toute sa vie pour le droit des personnes sans-papiers, et notamment dans la réforme des retraites, le lien en fait qu'on a fait avec le réseau pour la grève générale entre la bataille contre la réforme des retraites et contre la loi Darmanin, dont Mariama reviendra. Elle a été au cœur de cette coordination. Et ensuite, Alexis, qui est militant à la CGT Total du Havre, la plus grosse raffinerie de France, qui a rentré en grève reconductible après le 49.3, qu'on est aussi très content d'avoir à nos côtés. Et donc je vais laisser la parole à Anas. Ouais,
Bonsoir à toutes et à tous. Bon, déjà, on va vous le dire plusieurs fois, à chaque fois dans les différents meetings et tables rondes, mais c'est très enthousiasmant de voir autant de monde. Quand on connaît même plus 80% ou 90% des visages, c'est qu'on est sur la bonne voie. Et on est très fiers de démarrer cette première journée de l'Université d'été de Révolution Permanente 2023 et de la commencer avec une table ronde qui pour nous est importante. Pour d'autres, dans d'autres secteurs, dans d'autres organisations, on pourrait apparaître pour des fous. Il y en a dans plein de secteurs qui ne voient pas pourquoi on devrait parler, tirer un bilan de la question de la réforme des retraites, pourquoi on devrait en discuter. Nous, on considère que c'est central aujourd'hui de ne pas laisser ces 5 mois de lutte sans en dire quelque chose, sans évoquer ce qui a été la force du mouvement, mais également ce qui ont été ses faiblesses. Et sans transition, je vais commencer mon propos par dire que Sophie Binet de la CGT, la dirigeante de la CGT, elle a dit qu'un des acquis de la bataille de la réforme des retraites, c'était le taux de syndicalisation qui commençait à avancer. Elle a raison. Il y a un taux de syndicalisation qu'il faut bien sûr mesurer, ce n'est pas l'explosivité des décennies précédentes, mais il y a un retour de syndicalisation qui se voit dans certaines entreprises. Mais elle a oublié un autre acquis, à mon sens, de ces 5 mois de lutte de la réforme des retraites. Et pour moi, un des acquis importants de cette bataille des 5 mois, c'est le réseau pour la grève générale. Le réseau pour la grève générale, mis à part nous, très peu en parlent, sinon dans certains articles de presse qui ont su évoquer le réseau pour la grève générale, notamment au moment de la réquisition, des tentatives de réquisition de la raffinerie de Normandie, avec la présence à ce moment-là de Adèle Haenel, du rappeur Medine et autres. Mais on voit même, d'abord j'ai envie de profiter pour apporter toute ma solidarité au rappeur Medine qui est en train de... C'est une fierté pour nous de voir dans tous les médias bourgeois aujourd'hui les seules images qu'ils ont de Médine avec des travailleurs de la CGT, des raffineries, ce sont des images de révolution permanente. Et c'est le réseau pour la grève générale qui a permis... Et je vais pas rentrer trop là-dedans, mais si Médine est aussi attaqué, notamment, c'est parce que le réseau pour la grève générale, il a su aussi par sa politique faire en sorte de sortir certaines personnalités et autres pour les faire être en appui de ce mouvement de la réforme des retraites, d'être en appui du prolétariat. Et je pense que si la bourgeoisie aujourd'hui s'attaque notamment au rappeur Medine, c'est aussi pour envoyer d'une certaine manière un message à l'ensemble des personnalités politiques, publiques, de leur dire fermez vos gueules, restez à l'extérieur de tous les mouvements subversifs, radicaux, de grève et autres. Sinon, voilà ce qui vous attend. On va vous faire la guerre. Souvenez-vous, 3 mois avant, c'était Adèle Haenel qui était attaquée par le gouvernement Darmanin, toujours dans un meeting de révolution permanente avec les camarades du Pain et des Roses, parce que Adèle Haenel aussi, dès le départ, elle a été membre du réseau pour la grève générale et elle a apporté son soutien. Le réseau pour la grève générale, les camarades, comme a dit Alberta, il s'est constitué autour d'une tribune qui est sortie dans le JDD. Je pense qu'on ne sortira plus de tribune dans le JDD dorénavant, même si avant, c'était déjà à Bolloré, mais aujourd'hui, je pense qu'avec Geoffroy Lejeune, plus jamais on pourra passer de tribune dans le JDD. Mais on s'est dit quoi, les camarades? On a vu, comme toutes et tous, la journée du 19 janvier être une journée explosive. Je veux dire, 2 millions de personnes dès la première journée de mobilisation, 94% des actifs opposés à la réforme des retraites, c'était des chiffres d'une telle spectacularité que pour nous, il n'était pas possible de rester sans rien faire et de voir un mouvement qui a autant de possibilités, autant de profondeur, finir comme des mouvements précédents. Parce que celui qui ne connaît pas l'histoire, qui n'apprend pas de l'histoire, est condamné systématiquement à revivre les échecs du passé, les défaites du passé. Et le réseau pour la grève générale, il s'est constitué sur
certains points pour nous qui étaient centraux. Le premier, dont je pense vous avez toutes et tous tiré le bilan, parfois au milieu de la mobilisation, parfois après coup, c'était que la stratégie des grèves perlées, des journées de 24 heures, n'a pas permis de gagner. Certains au début disaient, bon, ça va, franchement, là il y a eu 2 millions, là il y a eu 2,5 millions, moi je vois pas trop c'est quoi le problème, ça va quoi, les journées elles sont fortes, je vois pas pourquoi on devrait critiquer ça. Nous on a considéré avec notre expérience, parce que c'est les camarades de Révolution Permanente qui ont impulsé cette tribune qui a été signée par plus de 300 militantes et militants, personnalités politiques, publiques, des intellectuels, comme Frédéric Lordon, comme Alain Damasio et d'autres. C'est une tactique de front parce qu'on s'est mis d'accord sur ces mots d'ordre. Je disais donc le premier, c'était la question de la stratégie. Nous on considérait, comme le nom l'indique, Réseau pour la grève générale, c'est qu'il nous fallait une généralisation de la grève, une véritable grève générale pour pouvoir faire reculer le gouvernement et qu'on considère que lorsqu'on démarre avec une journée à 2 millions de manifestants, des grèves dans de nombreux secteurs, dans des villes parfois de 5 000, 10 000 habitants qui comptaient 4 000, parfois 7 000 manifestants, parfois dans des vrais petits territoires où il y avait 300 manifestants, dans des endroits dans lesquels il n'y a jamais eu de manifestation et dans lesquels il y a eu des manifestations, des entreprises du privé comme du public qui se sont mobilisées, ont considéré que oui, cette mobilisation, elle mérite bien plus qu'un vis repetita des journées saute-mouton qu'on a connues dans les décennies précédentes et peut-être même plus récemment, que ce soit au moment du mouvement de la loi El Khomri en 2016, souvenez-vous les fameuses journées saute-mouton qui étaient à la bouche de tout le monde, ou encore la fameuse grève de la SNCF en 2018, si vous vous souvenez bien, on appelait ça la grève perlée, c'était 2 jours de grève, 3 jours de travail, 2 jours de grève, 3 jours de travail. Et entre ces grèves-là de 2018 et celle qui a démarré de la réforme des retraites en 2023, il y a eu une expérience que toutes et tous on a vue, c'était au moment de la réforme de Levoy. Souvenez-vous, fin 2019, le gouvernement d'Emmanuel Macron veut commencer une réforme de retraite du système par points. Et on a l'échiquier de la lutte qui est totalement bouleversé par un secteur dont on ne s'attendait pas, c'était la RATP. Les conducteurs de bus, de métro de la région parisienne, qui sont venus en une journée imposer un calendrier de grève reconductible au mois de décembre. Et avec une intelligence et une expérience des luttes du passé, notamment une lutte qui les a précédées, à savoir celle des cheminots, où les agents de la RATP disaient « c'est hors de question qu'on fasse votre cinéma de journée saute-mouton et de grève perlée. Ça ne marche pas. » Et c'est pour ça, si vous vous souvenez les camarades, en 2019, il y a eu cette grève reconductible qui a duré presque 2 mois, notamment à la SNCF, à la RATP. Et que ce n'est pas le fruit du hasard, mais c'est le fruit aussi de l'expérience de camarades qui ont vu les stratégies de la défaite et qu'il ne fallait pas les recommencer. Néanmoins, le Covid a mis un peu cette phase de lutte de classe en pause et fait que on retourne dans une lutte et puis parfois on est pris par l'engouement de l'unité, de l'intersyndicale et on se dit bon, allez, on avance comme ça, on va pas froisser berger, pour une fois qu'il lutte, on va pas le dégager dès maintenant, etc. Continuons comme ça. Et donc le réseau pour la grève générale, j'ai dit, il a exigé, ou en tout cas, il considérait que la constitution d'une grève générale était centrale, qu'il fallait absolument s'appuyer sur tous les éléments de radicalité pour construire une grève reconductible qui se généralise à l'ensemble du pays. La deuxième chose, c'est que cette tribune, elle porte en son sein le fait que lutter pour un mot d'ordre défensif, qui était simplement le non à la retraite à 64 ans, était insuffisant. Pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'on considère qu'il faut en finir aussi avec les luttes défensives, avec les luttes où en fait on dit simplement laissez-moi tranquille et on revient au même statu quo, parce que je pense qu'on mérite de vivre, on mérite d'avoir un avenir, on mérite de ne pas être condamné à finir sa vie handicapé, blessé, avec du diabète, de l'hypertension artérielle, des AVC, etc. Moi j'ai des collègues, les camarades, le lendemain de leur pot de départ à la retraite sont morts. Il y a un collègue à 7h du matin, la nuit, ils ont fait son pot de départ, le matin à 7h, il neigeait.
C'est son voisin qui l'a retrouvé, mort, allongé devant chez lui, pas loin de chez lui, sous la neige. Il n'a même pas pu profiter de 5 ou 6 heures de sa retraite. Et il n'avait pas 62, ni 64, ni 67 ans. Il n'en avait que 57. Parce que oui, quand on est un travailleur, on est un ouvrier, on est déjà cassé au boulot, passé 40 ans. Moi, j'ai des collègues aujourd'hui, 40 ans, même moins, qui ont du diabète, de l'hypertension artérielle, qui sont flingués par les 3-8, qui ont des troubles musculo-squelettiques, etc. Et que oui, on considère que de base, ce n'est pas possible d'accepter que lorsqu'il y a 94% des actifs qui sont opposés à une réforme, 70% selon un sondage pour la retraite à 60 ans, que cette fameuse intersyndicale se contente simplement de dire « bon, bah, faut pas froisser Berger, on est uniquement pour la retraite à 62 ans ». Donc on a considéré que oui, il fallait que les mots d'ordre réclament à minima la retraite à 60 ans pour toutes et tous et 55 ans pour les métiers pénibles. Mais aussi les camarades, pas uniquement de manière morale ou idéologique, si je peux dire comme ça, mais aussi de manière stratégique. Mariama, qui est à côté de moi et qui s'exprimera après, elle est militante au collectif Sans Papier 75. Expliquez-moi comment on met dans la bataille un travailleur du bâtiment sans papier chez Bouygues, qui a une force de travail aussi, qui joue un rôle dans la machine. Et que oui, si tous les travailleurs sans papier immigrés de ce pays, qui sont dans les métiers les plus difficiles, industriels, ouvriers de ce pays, se mettaient à l'arrêt, oui, ils pèseraient autant, si n'est même plus, que certains secteurs classiques du mouvement ouvrier. Et que pour ramener des camarades immigrés et autres dans la bataille, il faut avoir des mots d'ordre et des revendications qui les concernent. Lorsque vous êtes inquiet même de ne pas avoir de papier, parce que vous cotisez, ces travailleurs cotisent à la sécurité sociale pour des gens, cotisent pour la retraite pour des gens, et eux peut-être, ils vont faire après 10 ans, 15 ans sans papier, on va les renvoyer en Côte d'Ivoire, au Maroc, au Cameroun ou ailleurs. Quelle est leur perspective de lutter pour non à 62 ans? C'est pas une perspective, ça. Quelle est la perspective pour un travailleur racisé qui a des papiers, qui est venu de Côte d'Ivoire à l'âge de 33 ans ou 34 ans et qui a 43 années de cotisation à faire? Parce que la gauche institutionnelle, et une partie de cette gauche institutionnelle, et notamment même Laurent Berger dans les syndicats, a dit qu'ils étaient opposés au fait de toucher à la durée de cotisation. Olivier Faure, il a dit qu'il était pour la retraite à 60 ans, mais qu'il était opposé au recul de la durée de cotisation. Mais si vous êtes pour 43 annuités, moi j'ai pas fait maths sup comme je dis, mais quand tu es arrivé dans ce pays à 33 ans et que tu as 43 années de cotisation à faire, mais tu es au-delà de 64, 67 ans. Donc le problème, c'est pas d'être opposé à une régression sociale. C'est que moi, le travailleur immigré, comment je rentre avec toi? J'aimerais lutter avec toi. Mes camarades, même si tu gagnes, je n'ai rien à gagner là-dedans. Moi-même, ne serait-ce qu'un trimestre en plus. Et donc oui, la tribune, elle considérait qu'il fallait absolument élargir l'ensemble des mots d'ordre pour unifier notre camp social, l'ensemble des franges. Aujourd'hui, dans le bilan de l'intersyndicale, un des bilans qui tire, c'est qu'à cause de Mariama, on n'a pas gagné. Elle n'a pas lutté parce qu'elle est précaire. Et comment vous voulez qu'on fasse parce qu'elle est précaire? On est obligé de subir. Plutôt que de se dire, comment on fait pour que Mariama elle lutte avec moi dès à présent? Et donc la tribune, elle s'est constituée sur ça. Et enfin, le troisième mot d'ordre, c'était la question des assemblées générales que beaucoup ont vu après coup, des comités de grève, de l'auto-organisation de manière générale. Tout le monde a compris qu'au final, personne n'a décidé des dates, mais que c'était l'intersyndicale seule qui venait devant BFM TV, qui disait le 7 mars, rendez-vous telle date, etc., etc. Et donc oui, nous, on a constitué cette tribune, et lorsqu'on a vu que ces journées-là, perlées, elles continuaient, on s'est dit, on va faire plus qu'une tribune, on va essayer de constituer modestement, avec nos petits bras, un réseau, avec des militantes et des militants, faits de chair et d'os, de voir comment on va pouvoir peser face aux défis qui étaient face à nous. Que ça soit la question des réquisitions, que ça soit la question de l'appui dans des piquets de grève, dans les piquets qui étaient attaqués des éboueurs et autres. Et le réseau pour la grève générale, il a participé de forte manière à tout ça. Il a participé à essayer d'être une stratégie alternative à cette stratégie de la défaite. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on fait cette table ronde et que les camarades vont s'exprimer après moi. C'est pour montrer qu'en fait, le réseau pour la grève générale, on ne l'a pas pensé uniquement pour un moment donné, mais on considère que le réseau pour la grève générale, en réalité, il est né
au moment de la réforme des retraites et il va continuer à vivre et à exister pour les mois, les luttes et les années à venir, on l'espère, et qui va grossir et qui va faire en sorte que l'ensemble des militantes et des militants qui peut-être n'étaient pas dans ce réseau au moment de sa constitution, qui n'étaient pas dans ce réseau durant la réforme des retraites et qui sortent avec la même conclusion que cette tribune qu'on a sortie fin janvier, se disent mais en vérité peut-être c'était eux qui avaient raison et au final on voit que leur stratégie, les mots d'ordre, ce qu'ils disaient, c'était cohérent et qui vont prendre leur part. Et il y a beaucoup de camarades, notamment, qui n'étaient pas spécialement au réseau au début et qui ont intégré le réseau pour la grève générale. Je ne dis pas plus que cela pour laisser la parole aux camarades et j'interviendrai sur la conclusion. Merci. Merci Anas. Avant de laisser la parole à Tayeb, je m'adresse surtout aux intervenants. On a beaucoup de camarades, on est très contents, qui viennent de plein de pays dans le monde et qui ont une traduction simultanée pendant que vous parlez. Donc si vous pouvez essayer de ne pas parler trop vite pour que la traduction se fasse au mieux, ça serait super pour eux. Et du coup, je laisse la parole à Tayeb, que j'ai déjà présenté tout à l'heure. Bonsoir à tous. Déjà, pour commencer, pour moi, c'est une grande fierté d'être avec vous pendant ces universités d'été, pour rencontrer d'autres camarades de d'autres secteurs. Honnêtement, c'est grave enrichissant à titre personnel. Je vous en remercie à tous. Donc, pour revenir à ces derniers mois, à ce qui s'est passé dans le secteur aérien, en particulier sur l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Donc certains nous diront que c'était une défaite, que le projet de réforme est bien passé, mais moi je ne le prends pas comme une défaite, mais plutôt pour une mini-victoire, puisqu'il faut savoir qu'on a eu pas mal de salariés qui n'ont jamais manifesté, qui n'ont jamais fait grève de toute leur carrière. Vous avez des personnes, ça fait 30 ans, 40 ans d'aérien, mais pas une seule grève. Et grâce à ce mouvement-là, on a pu leur retirer la peur, parce que s'ils ne manifestent pas, c'est pas par plaisir, c'est qu'ils ne le sont pas, c'est qu'ils ont peur. Faut savoir que dans l'aérien, on est tous des salariés badgés, que l'autorisation d'exercer, elle est fournie directement par le ministère de l'Intérieur via la préfecture de Roissy. Il faut savoir, on est le seul endroit privé, puisque l'aéroport, ça reste quand même un endroit privé qui est géré par les sociétés semi-privées avec 800 entreprises de la sous-traitance. Mais malgré cela, vous avez un préfet qui est dédié à l'aéroport. Donc, vous voyez, on dépend d'un préfet directement nommé par le Premier ministre et qui va s'occuper de toute la problématique de leur peuple. Et c'est d'ailleurs lui qui délivre les badges qui nous permettent d'exercer. Et cette peur-là, on a pu la retirer à un bon nombre de salariés, et pas seulement sur la partie de grève, mais surtout sur la partie déblocage. Parce qu'il ne faut pas oublier ce qui a fait plus mal pendant les derniers moments sur la réforme, contre la réforme de la retraite, c'est surtout les blocages de l'aéroport. L'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, où là, c'est même plus l'État ou Air France qui se plaint, mais c'est plutôt les compagnies étrangères, c'est les Emirates, c'est les compagnies asiatiques, les compagnies américaines. Là, c'est un coup. Là, elles appellent pas Macron, mais elles appellent leur gouvernement directement. Là, ça devient un enjeu international. Et honnêtement, je vous l'assure, ça a fait beaucoup de mal. On a eu des blocs, on a eu des bouchons qui allaient jusqu'à l'autoroute A1. Et pour ça, je voudrais aussi quand je parle de bonnes choses qui en est sorti sur ces mouvements, c'est surtout le réseau Grève Générale qui nous a énormément apporté. Et j'ai pas peur de le dire, à l'époque, voilà, syndicalement, c'était compliqué. Il n'y avait pas un réel appui de Solidaire ou de la CGT, les grosses instances ou de syndicats, mais le réseau Grève Générale, où tous les membres de ce réseau-là sont issus de syndicats différents, mais qui ont su se rassembler pour des convictions. Et honnêtement, et ça c'est compliqué. Un syndicat, généralement, quand il va se battre, il a toujours l'arrière, soit les élections professionnelles, soit faire des cartes. Ensuite, les convictions passent après. Mais ça, c'est la priorité. Honnêtement, c'est une des grosses priorités. Et le réseau Grève Générale, vraiment, nous a permis de rassembler les salariés qui peuvent venir. On a eu même des salariés de la CFDT qui ont d'ailleurs fait une vidéo sur le site Révolution Permanente.
Donc pour nous, c'est quelque chose d'historique. Limite, c'est de la science-fiction, quoi, pour nous. Donc, je vais essayer, je dois faire court. Donc, il faut aussi savoir que l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle est un pôle économique français, voire européen. Et on l'a vu quand il y a eu les grèves des raffineurs, le camarade peut en témoigner, la première crainte que le gouvernement a eue, c'est comment faire décoller les avions. Là, ils n'ont pas parlé des usagers, hein, comment le travailleur peut aller à son travail, mais comment les Bolloré et autres puissent prendre leur avion. C'était vraiment la première préoccupation. Mais sinon, les usagers, on n'en parle pas. Les usagers, on les utilise surtout pour les mettre contre les travailleurs et les travailleuses. Mais sinon, voilà, la priorité, c'est vraiment comment faire partir les avions, mais c'est même pour le patronat qui avantage avant tout le patronat. Donc la convergence des luttes sur Roissy-Charles de Gaulle, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, puisqu'il n'y a pas que le secteur de l'intérieur qui intervient dans cet aéroport-là. Il y a les raffineurs, il y a la RATP, il y a la SNCF, il y a les chauffeurs aussi. Hein. Et aussi, il faut savoir, toute la marchandise française, en grande partie qui vient de l'étranger, elle va transiter sur Roissy-Charles de Gaulle. Vous pouvez en témoigner, si vous faites une commande sur Internet, vous suivez votre suivi de commande, vous verrez, il y aura pratiquement toujours la ligne transit Roissy-Charles de Gaulle. Donc le blocage, en réalité, il doit se faire là, puisque l'économie française, en grande partie, vient de ce secteur stratégique. Donc pour nous, voilà, il y a des enjeux qui vont arriver, qui sont assez importants, dans notamment les Jeux Olympiques. Et voilà, on compte encore sur le réseau Grève Générale. On compte sur leur aide et leur appui pour essayer vraiment de faire des actions coup de poing pendant cette période. C'est bon, j'étais bon sur le... Merci Taïeb pour l'intervention. Maintenant, je vais donner la parole à Mariama Sidibé, que je vous demande d'applaudir. Bonsoir à tous. On vous remercie de participer à ce combat. Aujourd'hui, je crois que la lutte, ça fait que commencer. Parce que moi, personnellement, j'ai rejoint Grève Générale grâce à Révolution Permanence. Aujourd'hui, si je suis connu partout, c'est grâce à la Révolution Permanence. Parce que j'ai déjà vécu un problème que tout seul, je n'arrivais pas à supporter. Ils ont beaucoup fait pour moi. Parce qu'un sans-papier, comme on vient de le dire, un sans-papier qui vient ici, quelqu'un qui vient ici en France à l'âge de 30 ans, qu'on lui dit de cotiser, de travailler, tu restes 10 ans pour avoir le papier, ça te fait 40 ans. On te dit de cotiser 42 ans. Ça veut dire que toi qui viens d'arriver à 30 ans et que tu as vécu 40 ans sans papier, ça veut dire que toi, tu ne fais pas partir de la retraite. Parce que tu n'auras pas une retraite. Tu travailles, ça veut dire que nous, les sans-papiers, on travaille pour d'autres personnes. Mais ce n'est pas pour nous-mêmes. Et c'est quelque chose qu'on est en train de se battre pour ça. C'est pour cela qu'on on est venu rejoindre Grève Générale pour pouvoir travailler tous ensemble, parce que nous sommes tous des travailleurs, nous sommes tous des enfants immigrés. Et pour moi, donner la main entre nous, bousculer le gouvernement, travailler ensemble, bon, c'est que ça ne va pas avancer grand chose, mais au moins,
ça va nous aider aussi. Parce que grâce à la révolution permanente et la grève générale, grâce à eux, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup compris. Ça fait beaucoup d'années, depuis plus de 20 ans, je suis avec la CSP, la marche solidaire. Pour les sans-papiers, je sais. Mais le reste, c'est grâce à eux que j'ai appris beaucoup de choses. Parce que bon, en tant que travailleur, tu travailles, tu cotises, et on te dit, tu as un accident du jour au lendemain, et on te dit, on va te basculer à la retraite. La retraite, maintenant, tu déposes les dossiers, on te dit, voilà, madame ou monsieur, vous n'aviez pas assez cotisé, et vous n'avez pas droit de la retraite. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous n'avez pas un soutien, vous n'avez pas quelqu'un qui va vous aider, qui va vous donner des idées, tu risques de te suicider? Bien sûr. Parce que tu vas dire, bon, j'ai travaillé 10 ans, bien j'ai travaillé 15 ans. Aujourd'hui, on me dit, je n'ai pas droit à la retraite. Mais s'il n'y a pas des gens à côté de toi qui vont te donner des idées, c'est pas comme ça, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. Mais ça devient compliqué. Pour moi, je crois que cette lutte, ce n'est pas pour nous seuls, c'est pour tout le monde. On doit tous, même si c'est tous les 2 mois, on doit se réunir, se donner des idées, comment avancer. Ce qui est passé, déjà on sait où on a fait le départ, où on a échoué, où on n'a pas échoué. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit chercher à comprendre? Comment avancer? Pour moi, c'est ça qui est très important. Ça ne veut pas dire qu'on a échoué, on n'a pas échoué, parce que ce que nous, on voulait qu'on nous entende, qu'on nous voit, et on nous a entendus. Les grévistes, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, et ça fait tout le tour de le monde entier. Le monde entier a vu ce qui s'est passé ici en France. Et déjà, ils disent que ce n'est pas possible. Ça, c'est en France. Mais ça, c'était en Afrique. Qu'est-ce qu'on va dire? Mais comme on n'a pas... Nous n'avons pas échoué. Mais c'est qu'on veut que ça continue. Qu'on se donne des idées, qu'on continue à se battre pour tout le monde. Merci. On s'en fout. On est chez nous. Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Des enfants d'immigrés. Maintenant, je vais donner la parole à Clément de Cheminot à Châtillon. Moi, les camarades, en réalité, je veux commencer mon intervention en vous disant, voilà, que quand on a commencé cette grève, comme toutes les grèves, on ne savait pas où on allait, mais on savait que celle-là, elle était spéciale. On a tous senti ce truc-là, cette ambiance où on s'est dit, cette fois-ci, il y a peut-être quelque chose à faire. On l'a tous senti. Il y a eu le 49.3 et le passage en force du gouvernement, et on a tous vu ce saut dans la radicalisation ou de la spontanéité dans le mouvement. On l'a tous vu, la jeunesse qui a commencé à sortir dans la rue, les manifestations sauvages de nuit. Tous ces éléments-là, même le rebond de la grève, l'entrée de la jeunesse, tous ces éléments-là, ils ont montré en réalité qu'il y avait à ce moment-là moins de contrôle
des directions syndicales. Parce que la première leçon, je pense qu'on doit retenir de tout ça, nous les cheminots, on la connaît cette leçon depuis la grève de 2018, mais nous ce qu'on doit retenir de ça, c'est que la stratégie des directions syndicales, elle était perdante. Un jour de grève par semaine, on ne peut pas en fait, il n'y a pas le rapport de force pour aller au bout, pour aller chercher la gagne, pour faire tomber un radical comme Macron. Un radical comme Macron qui était prêt en fait à aller au bout coûte que coûte. Il fallait aller bien plus loin que ça. Mais il y a autre chose qui s'exprime dans cette radicalité. En réalité, c'est ce qu'on a fait au Technicentre de Châtillon, où voilà, en fait, on tenait à partir du 7 mars, comme tout le monde, notre piquet de grève, voilà, qui perdait du nombre petit à petit. Et ce soir, en fait, ce que je veux exprimer à vous, les camarades, c'est que des fois, la lutte de classe, ça peut nous offrir des merveilleuses surprises. Notamment, où voilà, quand le gouvernement décide de passer en force, nous, on n'a pas eu peur. On s'est réunis en assemblée générale, on s'est dit qu'on allait leur répondre. On allait leur répondre avec la plus grande radicalité possible, en leur disant notre 49.3 à nous, c'est la grève sauvage. La grève sauvage, pour vous raconter rapidement, c'est que nous, chez les cheminots, enfin même dans les transports de manière générale, on doit se déclarer gréviste 48 heures à l'avance. Et c'est quelque chose qu'on a arrêté de faire comme ça du jour au lendemain. Les effets, ils ont été immédiats parce qu'il y a eu 110 TGV supprimés sur 139 à la gare Montparnasse, ce qui montre en fait le rapport de force. Ce qui montre en fait le rapport de force que peuvent en fait impulser les travailleurs quand ils font grève. Quand on fait grève, ça se voit. On entend toujours ces discours-là sceptiques qui nous disent ouais, la grève ça sert à rien, mais en réalité la grève c'est notre principal outil. Et quand on l'utilise correctement, c'est-à-dire qu'on y va de manière sérieuse, ben on voit qu'on peut occasionner de sérieux dégâts. Mais il y a autre chose aussi. Il y a toute la démonstration qu'on fait autour de l'auto-organisation, de comment en fait on a repris un peu, on a suivi toute la production au travers des TGV pour essayer de chercher à bloquer au maximum, parce que notre objectif, on en avait un, c'était de bloquer vraiment à fond, de bloquer à fond, d'essayer d'amplifier le rapport de force et surtout de montrer que, en vrai, c'est de faire grève une fois par semaine, comme le disaient les directions syndicales, comme on l'a vu maintes et maintes fois. En réalité, on pouvait aller beaucoup plus loin que ça. Et nous, on a tenu à montrer qu'il y avait une autre voie possible, en tout cas. Et en tout cas, pour nous, c'était quelque chose d'important de montrer ça. Il y a autre chose. Il y a tout le rôle que le réseau pour la grève générale, il a eu dans notre grève. Comme en fait, tous les liens qu'on a pu avoir avec les étudiants de Saint-Charles, qui nous ont fait une banderole, en fait, cette banderole qui montrait notre 49.3, c'est la grève sauvage, notre slogan, en fait. Notre slogan, ça a été notre âme pendant ce conflit. Et en réalité, voilà, ils nous ont même aidés pour les caisses de grève. On avait des caisses de grève toutes belles. Voilà, il y a eu plein de soutien du RGG sur nos piquets à plusieurs reprises. Nous, ça nous a moralement, ça nous a énormément aidés. Et puis, en fait, je pense aussi, tous les soirs, quand on faisait des AG devant le Brasero, ces vidéos de soutien qu'on partageait en fait avec les raffineurs de Normandie. Parce que voilà, franchement, c'était quand même assez incroyable. À chaque fois, on avait rêvé en novembre, juste avant cette grève, quand il y avait la grève des raffineurs. Chez les cheminots, ça se posait beaucoup de questions. On se disait, c'est quand qu'on y va? Et puis cette fois-ci, on a réussi quand même à partir ensemble et on a montré autre chose. On a montré qu'eux, ils pouvaient détenir le kérosène des aéroports. Et nous, on a montré qu'on pouvait détenir les TGV de la gare Montparnasse. Et ça, c'est une démonstration relativement importante. Mais également, il y a une autre démonstration qui est relativement importante, c'est quand en fait 300 cheminots ouvriers du bas de la SNCF qui passent leur temps à réparer des trains en 3-8, faire cette démonstration-là, de voir qu'on peut récupérer 60 000 € en l'espace de 3 semaines pour une caisse de grève et justement réussir à tenir, parce que la caisse de grève c'est un outil pour tenir le plus rapidement possible, de faire cette démonstration-là, de montrer en fait
que la grève, c'est pas seulement passif, de passer d'une grève passive à une grève active. La grève, ça se milite. En tout cas, on est fiers d'avoir fait cette démonstration-là auprès des collègues. Et pour ça, le réseau, il nous a énormément aidés. Et même voilà, de partager ça entre nous, je pense Aurélien, il pourra même revenir dessus, vu qu'il parle après moi. Mais en tout cas, il y a une chose, un mot-clé, une phrase clé pour moi, et qui résume bien la situation, c'est qu'à ce moment-là, les camarades, la victoire, elle était possible. La victoire était possible et malheureusement, il y a des éléments qui font qu'on est passé à côté. Les directions syndicales, elles avaient une stratégie perdante, une journée par semaine, c'était pas suffisant. Il faut qu'on arrive à bousculer ça et notamment ces directions syndicales avec cette stratégie, elles ont isolé les secteurs en grève reconductible comme nous qui avons fait grève en fait pendant plus de 2 mois. Ça nous a totalement isolés et on voyait à chaque fois que voilà, on partait sur des trucs des fois relativement temps fort, etc. Et c'était insuffisant. Il y a eu les négociations à Matignon pendant que voilà, il y avait des réquisitions des éboueurs, des raffineurs, etc. Voilà, on voyait les directions syndicales, ils préféraient aller à Matignon. Mais en tout cas, tout ça pour dire ce soir que la victoire elle était possible, que le réseau pour la grève générale c'est notre outil et qu'il faut continuer de le construire parce qu'il faut qu'on arrive à avoir ces stratégies alternatives. On a montré la voie et on a commencé à paver un début de chemin qu'il va falloir continuer de paver par la suite. Mais en tout cas, la réalité, elle est là, c'est que le RGG, ça a été un magnifique outil dans cette grève. Il y a eu beaucoup de liens entre travailleurs et secteurs. Et en tout cas, le pari, il a été réussi et il faut continuer de construire parce que cet outil-là, il pourra peut-être nous amener vers la victoire pour la suite. Merci beaucoup. J'en profite pour annoncer la sortie du livre La victoire était possible de Juan Chingo, qui retrace toute l'expérience du mouvement de lutte contre la réforme des retraites pour essayer de discuter les leçons qu'il faut tirer, qu'on commence un peu à discuter ici de ce grand mouvement de lutte des classes et pour pouvoir penser la suite et les prochaines mobilisations et moments de lutte des classes. Je vais passer la parole à Aurélien. Du coup, on a beaucoup vu au moment de la bataille contre la réforme des retraites, ça a été un des symboles de la lutte, toutes ces images en fait de poubelles qui ont rempli les rues de Paris, montrant en réalité que si les éboueurs ils travaillent plus, les poubelles elles restent dans la rue, et ça a montré une force de frappe importante des travailleuses et des travailleurs. Et du coup, Aurélien, il est travailleur au Civom, qui est une entreprise en région parisienne. Il va nous raconter un petit peu son expérience pendant tout ce conflit. Bonsoir les camarades, pas facile. Bonsoir, pas facile de passer après Clément. Moi, je travaille au Civom, c'est une intercommunauté d'une 30aine de communes sur 3 départements. Je suis éboueur. On a fait une grève d'1 mois. On n'a jamais eu de syndicat. Notre jeune syndicat, il a 6 mois, il a à peine 6 mois. Donc ça a été compliqué au début. On est parti sur la revendication salariale. On n'avait aucune connaissance du piquet. Ce qui nous a, au début, on est parti à l'arrache avec une bâche sur notre piquet. Dans un endroit, on était isolés au milieu des champs, dans une zone d'activité où il n'y a rien en fait, et ce qui nous a permis de lutter, parce que mes camarades au bout de 2 semaines, au bout de 2 jours, on lâchait, on était tous, on lâchait, c'est très dur une grève. Et ce qui nous a permis de tenir autant, c'est le RGG, c'est ce qui nous a permis de sortir de notre piquet de grève, ce qui nous a permis de construire, de mettre en place des caisses de grève, ce qui nous a permis de tracter dans les marchés, ce qui nous a permis de tracter, ce qui nous a permis d'aller devant les mairies, alors que dans le même temps, il y a l'UD qui nous disait que c'était dangereux de sortir, il fallait pas sortir, il fallait rester dans notre piquet.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un directeur très dur, un directeur qui est également maire, qui affichait sur des panneaux dans notre service, qui affichait merci aux non-grévistes, hein, merci aux non-grévistes, qui refusait au début, avant l'arrivée du RGG, qui refusait le dialogue. Il ne voulait pas recevoir nos délégués, il refusait le dialogue. Et donc, c'est ce que je disais, via les réseaux, ils nous descendaient, quoi. Ils nous disaient qu'on était violents, qu'on était une minorité. Ils nous méprisaient, et ce qui nous a permis de tenir, c'est le réseau pour la grève générale. Malgré qu'on n'a pas obtenu ce qu'on voulait, ça nous a permis une solidarité qu'on n'avait pas, et que le RGG nous a permis ça, le réseau pour la grève générale nous a permis de nous solidariser entre ouvriers, entre travailleurs. Merci beaucoup Aurélien pour ton intervention. Et voilà. Oui, du coup, je vais profiter de ce slogan pour prendre la parole avant de la donner à Alexis qui racontera la grève de la raffinerie du Havre, pour raconter un petit peu le rôle que nous, les jeunes, on a eu dans le réseau pour la grève générale et dans ce mouvement de lutte contre la réforme des retraites. Donc déjà, nous, on a été présents dans de nombreuses facs dès le 19 janvier. Il y a énormément d'universités qui ont été mobilisées. Et la particularité, c'est qu'il y avait beaucoup de mobilisations totalement inédites dans des mobilisations dans des écoles d'ingénieurs, des écoles d'élite, des universités d'élite, etc. Et ça, déjà, ça avait mis une claque en fait au gouvernement de voir que les jeunes, ils ne regardaient pas juste leur nombril et qu'ils en avaient quelque chose à foutre en réalité, que les travailleurs, ils meurent au travail et qu'en fait, ça ne soit pas possible d'avoir une vie digne et de pouvoir en fait profiter de sa retraite tranquillement. Mais surtout, ce qui était très fort dans la mobilisation de la jeunesse, c'est que nous, on est une génération qui est consciente que, parce qu'on s'est déjà fait rouler dessus par Macron pendant le Covid, parce que c'est nous qui avons été les étudiants fantômes, on a été maltraités pendant le Covid, on a été angoissés, on a dû passer nos partiels, il y a eu beaucoup de dépression, de problèmes, etc. Et toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses qui nous ont marqués, et on sait que ça va pas être facile d'obtenir des victoires contre le gouvernement Macron. Et nous, dès le début, on a profité de cette bataille contre la réforme des retraites pour mettre sur la table l'ensemble des revendications, en fait, de la jeunesse. Que ce soit la lutte contre la précarité étudiante, et que c'est pas normal que des jeunes, en fait, ils doivent se salarier à côté de leurs études. Que ce soit la question, en fait, de la sélection à l'université qui broie les lycéens, broie les étudiants en master. Et toutes ces questions-là, en réalité, on est venu les poser sur la table avec le mouvement de lutte contre la réforme des retraites. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a rejoint le réseau pour la grève générale, puisque pour nous, la question de l'élargissement des revendications, elle était centrale. Non seulement parce que de toute façon, avec le système actuel, on n'a pas de retraite, mais aussi parce qu'on a tout un tas de raisons d'être en colère contre le gouvernement Macron. Et je pense que, comme vous l'avez raconté, c'est évidemment une défaite dans le sens où la réforme est passée la réforme est passée, mais je pense qu'il y a un certain nombre d'acquis qu'on peut tirer, y compris depuis la jeunesse, sur la manière dont on a pu lutter
surtout aux côtés des travailleurs, et je pense que ça c'est quelque chose de très important. Nous on a essayé depuis nos assemblées générales à appeler au début à des mobilisations en dehors du temps du calendrier de l'intersyndicale pour essayer en fait d'appuyer les revendications des travailleurs qui allaient dans le sens de dire qu'il fallait une grève reconductible pour gagner contre Macron, mais aussi on s'est rendu en fait devant tous les dépôts de bus, devant les tireuses, devant les raffineries, etc. pour soutenir les travailleurs, parce que ce qu'on a vu pendant ce mouvement, et ça c'est très important, que s'il y avait une bataille pour notre futur à mener, elle se mènerait aux côtés des raffineurs, des cheminots, des travailleurs du CIVOM, des travailleuses sans papier, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que ça nous donne de l'espoir dans le fait que la bataille pour notre futur, elle peut être victorieuse. Parce qu'en vrai, ça, c'est quelque chose qui peut être très présent, de se dire que c'est impossible, de toute façon, comme je disais, de gagner contre Macron, qui est tout puissant, qui a le 49.3, qui a des outils antidémocratiques, qui a en fait tout ce qu'il faut pour nous rouler en fait dessus, nous précariser, etc. Mais franchement, j'ai jamais vu un mouvement étudiant qui s'est autant tourné et qui réfléchissait à comment est-ce qu'on va aider les travailleurs à bloquer le pays. Dans les assemblées générales, ça discutait de comment est-ce qu'on va mettre les éboueurs en grève à Toulouse, est-ce qu'on met des serflex sur les poubelles, on avait fait des affiches, il y avait des étudiants qui avaient fait des affiches, mettez-vous en grève, etc. Et ça, c'est une leçon importante, le fait de voir la force de trappe des travailleuses et des travailleurs de ce pays et la potentialité, en fait, du mouvement contre la réforme des retraites, parce que c'est les travailleuses et les travailleurs qui ont construit cet immense rapport de force contre Macron et contre le gouvernement. Donc ça, c'est une première leçon qui me paraît très importante. Et ensuite, évidemment, comme le disait Clem, il y a eu 49.3. Et là, en fait, il y a eu des centaines de milliers de jeunes, enfin des milliers, je suis un peu nulle en chiffres, désolée, mais on a été très nombreux. Il y a eu un sursaut énorme dans la jeunesse parce que c'était la goutte de trop. C'est-à-dire que déjà, la réforme des retraites, on était très énervés, mais le 49.3 nous roulait dessus. Passer contre une réforme alors qu'il y avait des milliers de personnes qui étaient sorties dans la rue pour dire non, c'était la goutte de trop. Et là, on a vu en fait des manifestations sauvages de jeunes très importantes partout dans le pays. Et ça, c'était simultanément à la grève sauvage à Châtillon, mais y compris à l'arrêt des installations à la raffinerie de Normandie. Et c'est à ce moment-là, à mon avis, que c'est le moment où on a senti le plus le problème de l'intersyndicale et le fait qu'en réalité, ceux qui dirigeaient notre mouvement, qui décidaient de quand est-ce qu'allaient être les dates de mobilisation, quand est-ce qu'allaient être quelles étaient les revendications en fait qu'on mettait sur le papier, c'est là que ça s'est fait le plus sentir, puisque c'est ce moment-là où la répression, elle s'est abattue très durement sur le mouvement. On a tous subi la répression dans les manifestations, et nous les jeunes particulièrement, on a été des centaines en garde à vue, on a été frappés devant les lycées, débloquer les facs en fait à coups de CRS. Il y a des jeunes à Bordeaux qui se sont fait perquisitionner pour s'être mobilisés contre les facs, et toute cette répression-là qui nous a tous indignés, qui nous a tous envie de nous battre 2 fois plus contre le gouvernement Macron, les directions syndicales, elles nous en ont pas dit un seul mot. Et comme il disait Clem, pendant qu'on se faisait réprimer, pire encore, ils allaient discuter avec le gouvernement, ils s'asseyaient à Matignon pour essayer de voir qu'est-ce qui était possible de gratter ou de pas gratter en fait avec un gouvernement qui dès le début a dit qu'il négocierait pas avec le mouvement social. Et ça pour moi c'est quelque chose qui est important, et je pense que c'est aussi ça que j'ai envie de dire à vous dans la salle, c'est que le réseau pour la grève générale, ça a été un outil non seulement vis-à-vis du rythme des mobilisations, d'essayer de construire en fait une mobilisation plus intense contre le gouvernement, d'essayer d'aller chercher d'autres secteurs avec d'autres revendications, mais y compris en fait de ne pas dépolitiser le mouvement qu'on vient de vivre contre la réforme des retraites, parce que évidemment que quand on a vu en fait, quand on lutte contre la réforme des retraites, on lutte aussi contre l'État qui te réprime quand tu vas dans la rue pour lutter contre la réforme des retraites, l'État qui a tué Naël, l'État qui a réprimé en fait les jeunes de banlieue quand ils se sont révoltés contre la mort de Naël, et toute cette répression-là, nous on l'a dénoncée avec le réseau pour la grève générale, et c'est très important. On a fait une communication du réseau après la bataille des retraites pour dire la grève, et nous aussi on doit regarder ce qui se passe dans les quartiers populaires, lutter contre les violences policières, et à mon avis ça c'est un acquis qui peut nous servir pour les luttes de demain, pour prendre notre revanche contre Macron au moment des JO, mais aussi bien au-delà. Et du coup je vais donner la parole à Alexis qui va raconter la bataille à la raffinerie de Normandie. Bon, bonsoir tout le monde. Je vais commencer d'abord par évoquer un léger désaccord que je peux avoir avec Clément sur ce qu'il a dit quand il évoque le fait que
on était dans une grève, on sentait qu'il y avait quelque chose, mais on ne savait pas où on allait aller. Nous, à Normandie, et plus généralement dans le pétrole, on savait qu'il y avait quand même une part de certitude, et cette part de certitude, c'était que les dirigeants de l'intersyndicale allaient faire de la merde. Et ça s'est révélé vrai. On dit ça, une fois que j'évoque ça, c'est pas simplement pour commencer par une punchline, c'est parce qu'on regarde les expériences de 2010, on regarde les expériences de 2016, de 2019, etc., où systématiquement, l'intersyndicale, elle a conduit dans le mur ces mouvements, les mouvements de grève qu'il y avait. Et donc, fort de cette expérience-là, nous, assez vite, on a jugé utile de se préparer déjà dans le pétrole, mais au-delà de ça, de tisser des liens et de proposer un autre calendrier, ce qu'on a essayé de faire, un autre calendrier que celui de l'intersyndicale qui nous promettait des grèves toutes les semaines, une journée de grève. Donc il y a eu ce fameux calendrier de grève des raffineurs qui a été posé, qui a été un outil dont finalement on n'a pas pu se servir, puisque l'intersyndicale évidemment a taillé dans le vif et s'est contenté de faire des appels bien sûr en dehors de nos dates. Et on a tissé des liens avec d'autres secteurs stratégiques, je pense notamment au port et dock, je pense aux cheminots, je pense aux camarades énergéticiens, où voilà, on sentait qu'il y avait la nécessité, puisque en plus du côté du Havre, nous on a la chance d'avoir l'ensemble de ces métiers réunis proches de la ville. Donc même au-delà des fédérations, on a senti d'avoir la nécessité finalement d'aller discuter avec d'autres corps de métiers stratégiques comme ça, proches du Havre. Maintenant que j'ai dit ça, c'était pas suffisant. C'était pas suffisant parce qu'on l'a dit et on le lit on l'entend dans les différentes interventions. Faire reposer l'ensemble de la grève simplement sur les secteurs stratégiques pendant que le reste soutient derrière, c'était pas suffisant. Donc il nous fallait un outil finalement pour s'adresser plus largement à notre classe, pour discuter avec eux stratégie, parce que encore une fois, c'était important d'opposer une autre stratégie face à celle de l'intersyndicale. Parce qu'on l'a évoqué ce matin, je sais que dans un des topos, on a parlé de passivité, etc. Mais cette passivité, elle est aussi liée avec le fait que notre classe a beaucoup cru et a beaucoup écouté les dirigeants de l'intersyndicale qui leur promettaient que oui, on allait y arriver simplement en faisant une journée, pas besoin de mettre l'économie à genoux, pas besoin de mettre le pays à genoux, et tout va bien se passer. On sait pertinemment que c'est faux. On le sait, et aujourd'hui, alors j'anticipe un peu sur la suite, mais les réquisitions, c'est la démonstration finalement que ce qui marche et ce qui fait peur à la classe dirigeante, c'est l'arrêt du travail, c'est l'arrêt reconductible du travail, et pas des journées perlées, pas des journées isolées, et c'est bien ce mode de grève qu'il aurait fallu travailler, et en tout cas dans lequel il aurait fallu faire entrer le plus large pan de notre classe dedans, puisqu'encore une fois, quand on regarde des camarades qui ont été réquisitionnés, les éboueurs, les raffineurs, deux corps de métier qui étaient en grève reconductible. Les autres journées, le gouvernement s'en foutait. Je reste un petit peu sur la répression et sur les réquisitions, et je fais le lien un petit peu avec l'intersyndicale, parce que ça a été dit, mais je pense qu'il faut vraiment aussi insister là-dessus, c'est que les dirigeants de l'intersyndicale, il n'y en a pas eu un qui est venu sur un piquet de grève quand il y a eu les réquisitions. Il n'y a pas eu un seul message quand des jeunes se sont fait rafler dans des manifestations. C'est une erreur stratégique, c'est même pas une erreur. Ils ont abandonné l'ensemble de notre classe la plus radicale à se démerder face à un gouvernement qui a montré son pire visage. Et ça, pour moi, on ne pourra jamais leur pardonner ce qu'ils ont fait, que ce soit des Berger, que ce soit des Martinez, que ce soit des Binet. Pas un mot là-dessus. Le silence complet sur ce qui se passait dans le pays quand on se faisait réquisitionner, quand les camarades se faisaient réquisitionner ou quand des jeunes se faisaient ramasser et passer des nuits en garde à vue pour que dalle, juste pour avoir manifesté. C'est un scandale absolu que les dirigeants de l'intersyndicale se soient tués là-dessus. Et au lieu de ça, au lieu de s'intéresser finalement au mouvement réel, à la frange radicale qui était en train de bouger et de vraiment lutter de tout son poids contre ce projet de réforme, on a un gouvernement qui a choisi et qui a fait un gouvernement, pardon, un lapsus. On a des dirigeants confédéraux qui ont choisi finalement de se caler sur le calendrier parlementaire, en nous disant, vous allez voir, tel jour il y a tel vote à l'Assemblée, c'est extrêmement important, il faudra se mobiliser, tel autre jour il y a ci, tel autre jour il y a ça. Il y a eu le 49.3 et il n'y a pas eu un message là-dessus. Le seul moment, je sais que j'ai déjà dit mais je le redis, le seul moment où l'intersyndicale
a arrêté de regarder le parlementarisme et ce qui se passait dans les chambres, c'est quand il y a eu le 49-3, où on a eu un virage de radicalité qui s'est exprimé partout chez nous, à Châtillon, dans la rue, avec ces manifs qui étaient absolument monstrueuses. C'est le seul moment, les camarades, c'est le seul moment où l'intersyndicale n'a pas regardé ce qui se passait au Parlement et a préféré regarder ailleurs. Sur la stratégie qui a été proposée, alors je vais reprendre mon fil chronologique, sur la stratégie qui a été proposée par l'intersyndicale, très clairement ça nous a mis nous en difficulté à Normandie, parce que justement j'évoquais un petit peu l'expérience et ce que les travailleurs ont pu retenir, et l'un des messages finalement qui nous est venu assez vite quand on a entendu finalement les dirigeants confédéraux s'exprimer sur la stratégie mise en place, pas bloquer le pays, pas de grève reconductible, etc. L'une des premières réactions des travailleurs, ça a été de dire Orphée 2016. Orphée 2016 et ils nous emmènent dans le mur. Donc je veux dire en fait ce qu'on est en train d'exprimer là, et quand on attaque l'intersyndicale sur les stratégies qu'elle emploie et sur la façon dont elle a mené cette grève, on n'est pas une secte isolée à discuter sur on est plus rouge que les rouges, etc. Non, les travailleurs eux-mêmes sur le terrain, ils le sentent, ils le vivent, et quand on leur propose ça, et ben parfois ils décident de ne pas faire grève, même si ça en vaut la peine. Parce que justement, ils savent que la stratégie qui est proposée par l'intersyndicale, elle les emmène dans le mur, et ils ne veulent pas aller dans le mur. Donc je veux dire là-dessus, je pense qu'il faut, et c'est l'une des tâches, je pense qu'on doit avoir collectivement tous ensemble ici, c'est de porter un autre bilan. Parce qu'aujourd'hui, si on écoute le bilan qui est porté par Sophie Binet, alors je n'ai pas le nom en tête de celle qui a pris la suite de Berger, mais en tout cas, si on prend les bilans qui sont faits par les confédéraux, bah il n'y a pas assez de monde. Il n'y a jamais assez de monde, vous comprenez, les gens ne sont pas assez mis en grève, etc. On a eu 3 millions de grévistes. Ça a été rappelé par Anas, on a 94% de la population active qui était contre la réforme. On a 70% qui voulaient retourner à 60 ans. Quelles conditions on attend? Quelles conditions on attend pour mener une grève reconductive massive? Qu'est-ce qu'on attend? Quelque chose qui ne viendra jamais, c'est ça qu'ils attendent. Et le 49-3, pour nous, à Normandie, ça a été le moment, hein, comme Châtillon, où on a décidé finalement de prendre un cap encore plus radical et de procéder à l'arrêt de nos installations. D'ailleurs, le message avait été très bien pris, le petit message vidéo avait été accueilli avec honneur et fierté quand on l'avait reçu ce soir-là. Donc on fait ce virage radical où on arrête l'ensemble de nos installations, et voilà. Et c'est le début finalement d'une démonstration, d'une expérience faite par les travailleurs de la radicalité d'un État autoritaire. Parce que finalement, c'est comme ça que ça s'est terminé, c'est-à-dire que les grèves, qu'elles soient perdantes, victorieuses, peu importe, c'est toujours un moment finalement où les travailleurs ils tirent une expérience, ils apprennent finalement ce que c'est qu'une démocratie bourgeoise, un État autoritaire qui envoie ses flics dans les familles, devant les gosses, réquisitionner les travailleurs pour leur dire maintenant, demain tu commences à 4h, tu te pointes sur ton site et tu vas gratter, quoi. Et ces moments-là, je pense qu'aujourd'hui à Normandie, il y a énormément de travailleurs qui leur pardonneront jamais. Et cette expérience, elle est enrichissante parce que justement, ça simplifie la lecture des choses. Tous les masques tombent, la vérité crue, elle apparaît. On est une classe exploitée. Il y a des gens qui, le reste de l'année, vous appellent collaborateurs, etc., mais qui là viennent vous tirer par l'oreille pour que vous alliez gratter parce qu'ils ont besoin que vous alimentiez les aéroports parisiens, parce qu'il y a 40% des vols qui sont annulés, et que c'est inacceptable, et que ça devient international, et qu'on a déjà vidé les bases militaires en kérosène, et que du coup, reprenez ce putain de gratin, parce qu'il faut que vous alliez alimenter les aéroports parisiens. C'est ça la réalité de cette lutte, et c'était là où c'était ce moment de tension, c'est comme ça que ça a été vécu par les travailleurs, et je pense qu'il faut, en tout cas c'est à nous de s'appuyer là-dessus, pour leur rappeler tout le long de l'année, que ceux qu'on a en face de nous, c'est des ennemis de classe et c'est pas autre chose que ça. Et j'en viens finalement à la nécessité de tisser les liens les plus larges possibles dans notre classe, d'avoir les coordinations les plus larges possibles, parce que les camarades,
si on n'avait pas eu le réseau pour la grève générale, si on n'avait pas eu les unions locales et l'Interpro à Vresse qui s'étaient mobilisés le jour où on a eu les réquisitions. Parce que non seulement on s'était fait réquisitionner, mais en plus on avait des cordons de CRS qui nous empêchaient même de tenir des assemblées générales, parce qu'il fallait absolument que les mecs ils rentrent gratter, et c'était hors de question qu'on puisse discuter avec eux de comment on s'organise, etc. Si on n'avait pas eu le réseau, si on n'avait pas eu l'Interpro, si on s'était borné à rester très corpo, les raffineurs s'adressent aux raffineurs, on s'adresse à personne d'autre, etc., la grève elle serait arrêtée au lendemain des réquisitions. Parce que l'un des moments, en tout cas, moi personnellement, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de travailleurs, je me tourne, il y en a dans la salle de Normandie, mais si on n'avait pas eu ces moments-là où tu as 200 jeunes qui débarquent, tu as tes unions locales qui sont présentes avec un collectif Interpro, etc., et que tu as les flics qui reculent sur le piquet, pour te laisser faire des assemblées générales, pour te laisser faire un meeting, si on n'avait pas eu ce moment-là, qui est un moment, ça a été évoqué par Anas, Adèle Haenel, pardon, j'ai mélangé, Fred Lordon, Médine, voilà, si on n'avait pas eu tous ces camarades, et vous aussi, beaucoup, je vois beaucoup de têtes qui étaient présentes ce jour-là, si on n'avait pas eu l'ensemble de ces camarades de la jeunesse qui étaient prévus, qui sont venus à Normandie, pour nous aider d'une part à reconquérir le piquet de grève et pour donner de la force aux travailleurs, la grève va s'arrêter au lendemain. Donc ne serait-ce que pour ça, il y a un intérêt stratégique à lier des liens au-delà des étiquettes syndicales, au-delà des corps de métier, et que c'est bien l'ensemble de notre classe qui doit se lier ensemble, parce qu'aujourd'hui, c'est la seule clé de la victoire. C'est la seule clé de la victoire. Si on s'isole, si on reste dans nos chapelles, qu'elles soient syndicales, qu'elles soient corporatistes, on est mort. On est mort, puisqu'aujourd'hui, on a en face de nous des gouvernements qui n'hésitent plus à utiliser les moyens les plus autoritaires pour faire reprendre le travail. Donc s'il y a bien l'une des tâches finalement à mener dans les mois qui viennent, c'est celle-ci, c'est celle de continuer et de renforcer le réseau, parce que vous voyez l'impact, les 200 qui sont venus au Havre, c'est le seul comité d'action Île-de-France. Imaginez que si on avait eu des comités d'action partout en France, si on en avait eu au Havre, on avait des manifs qui étaient pleines à craquer, si on avait pu ne serait-ce qu'avoir que 10% des gens qui étaient en manif, qui étaient dans un comité d'action, où on pouvait débattre et organiser ces choses-là, je ne suis pas sûr que la bataille elle serait déroulée pareil. Donc c'est clair que, Anas le disait tout à l'heure, c'est modeste, ce qu'on a fait, c'est modestement, on commence, etc. Mais il y a un réel intérêt stratégique à le faire. Et moi, si je veux vous convaincre d'une chose, c'est que en sortant, quand vous retournez, alors pas immédiatement en sortant, mais bien, et quand vous retournez dans vos régions d'origine, dans vos villes, dans vos boîtes, etc., que vous cherchiez à tisser ça, que vous cherchiez à organiser cet outil-là, parce que c'est un outil, je vous l'assure pour l'avoir vécu, c'est un outil qui est capital, parce qu'on ne peut pas laisser, encore une fois, je les ai pas mal taclés en début d'intervention, mais on ne peut pas aborder les prochaines grèves qui arrivent en laissant l'intersyndicale à nouveau piloter l'ensemble des choses. Il faut qu'on organise et il faut qu'on développe le réseau pour la grève générale, parce que sinon, encore une fois, il n'y aura pas de surprise. Si on les laisse gérer la prochaine grève, les camarades sans surprise, elle ira dans le mur. Avant de laisser la parole à Anas pour une conclusion, on a été gourmand sur l'heure. Ça va être difficile de faire un débat avec la salle. Et surtout que, vous savez, c'est des gens qui font la cuisine pour nous, etc. Pour le respect des salariés du site, c'est galère d'arriver en retard, parce qu'après on va finir de manger tard, etc. etc. Donc ce qu'on propose, c'est qu'il y ait une conclusion d'Anas. Ensuite, il y aura quelques infos pratiques. Il faut rester dans le chapiteau. Et ensuite, on ira manger, puisque ça commence à 19h30. Et avant de donner la parole à Anas, je voulais réinsister sur la sortie du livre « La victoire était possible » que vous avez en vente à la librairie de l'université d'été, puisque comme on discute aujourd'hui des bilans, des leçons en fait stratégiques à tirer de la bataille contre la réforme des retraites, ce livre c'est un outil essentiel pour pouvoir comprendre en fait les causes profondes de la création du réseau, des comités d'action et de l'ensemble en fait de la stratégie du réseau pour la grève générale et pour construire des victoires demain quoi. Je laisse savoir là, Anas. Ouais, non, mais pour essayer de conclure sur des éléments un peu autres que sur lesquels sont intervenus les camarades. Déjà, c'est très émouvant, pour moi, enfin, notamment l'intervention de Aurélien ou encore celle de Mariama, de Clem, de Tayeb ou encore de Alexis, de voir la richesse de ce réseau. Je veux dire,
on n'a rien fait qui apparaît extraordinaire. Mais pour nous, c'est d'une simplicité et d'une facilité évidente, c'est-à-dire de réunir l'ensemble des militants de celles et ceux qui ont un ennemi commun et qui veulent lutter ensemble. Et tout à l'heure, je citais Sophie Binet en disant ce qu'elle disait comme acquis, et que je disais que nous, on considère qu'un des acquis de cette réforme des retraites, c'est ce réseau-là, parce que pour arriver déjà à ce stade-là, les camarades, il faut le mettre en route. Aujourd'hui, on a une avance, c'est-à-dire qu'on est déjà prêt, on se connaît, le réseau grandit et autres. Mais je voulais reciter aussi Sophie Binet qui a dit à un camarade de la CGT, dont je tairai le nom, elle lui a demandé qu'est-ce qu'il foutait dans le réseau pour la grève générale, il critiquait la CGT. Ben moi, je veux dire que je pense qu'il n'y a pas plus grande unité que les militantes et militants qu'il y a dans ce réseau, c'est-à-dire qu'on a réussi à réunir des cheminots, des gens des raffineries, des éboueurs, des gens de l'aéroport, etc., de la CFDT, de la CGT, de Sud, de Solidaire, et qui ont une unité et une fraternité commune à gagner, à essayer de construire la victoire. Et en réalité, je voulais le dire, ce que dit Sophie Binet est totalement faux, en réalité. Mais elle le dit parce qu'elle sait très bien que tout ce qu'on dit, et je pense que l'intervention d'Alexis, à l'instant, le résume de la plus belle manière, on touche aux fondements et aux fondations de la bureaucratie syndicale et de pourquoi nous avons perdu. Parce qu'ils ne veulent pas que des militants de différents syndicats ou non syndiqués, de différentes entreprises, discutent et s'organisent ensemble. Ils ne veulent pas d'auto-organisation à la base. C'est pas juste par plaisir qu'ils ont donné les dates le soir. Pourquoi ils ne le donnent pas le matin? Pourquoi ils attendent pas en fait? Mais ils le donnent le soir parce qu'ils savent que les peu d'assemblées générales qui peuvent exister, elles sont le matin. Et que dans l'assemblée générale, tu discutes des suites. Mais quand tu ne les connais pas, ces suites-là, comment tu peux t'organiser? Comment tu peux décider de ce que tu fais le lendemain? Et donc, l'intersyndicale, elle sait que le réseau pour la grève générale est venu les déranger dans ces fondations-là, sur la question de la stratégie, sur le fait qu'ils ne respectaient pas l'auto-organisation, qu'ils n'étaient pas pour la démocratie ouvrière. Ils étaient simplement pour qu'une clique de bureaucrates décide entre eux. Et que les seules fois où ils avaient le malheur d'ouvrir la bouche, c'était pour se satisfaire du calme, pour dire à Macron, attention à la révolte, attention à l'explosion. Pendant que plus de 66% de la population disait qu'il fallait justement radicaliser le mouvement, comme l'a dit Alexis. Que tout le monde appelait à l'explosion, que les gens sont partis occuper la place de la Concorde le jour du 49-3. Et qu'à ça, Laurent Berger, lorsqu'on lui a demandé pourquoi vous appelez pas la grève, il a dit « Nous ne faisons pas de grève politique, nous ne sommes pas là pour destituer le gouvernement ». Leur stratégie, ça a été une stratégie de cache-cache. Et le réseau pour la grève générale, modestement, il est venu pour dire la vérité et pour essayer de peser avec les forces que nous avions dans la bataille, et notamment contre cette stratégie de la défaite de l'intersyndicale. Ils n'ont rien dit contre les réquisitions. Le jour de la rencontre d'Elisabeth Borne, l'ensemble des piquets de grève des éboueurs de la région parisienne sont soulevés. À 9h du matin, il n'y a plus aucun piquet à Paris, et à 11h, ils vont voir Elisabeth Borne. Mais comment on peut accepter ça, en fait? Comment on peut accepter que l'ennemi vous met des coups, vous frappe, et que vous alliez quand même discuter avec lui? Et quand ils ressortent, ils disent « Eh ben, on n'a rien appris ». Ils n'ont même pas été capables de dénoncer quoi que ce soit. Comment vous pouvez accepter ça? Lorsqu'il y a des militants comme les Soulèvements de la Terre qui sont dissous et que l'intersyndicale, ça n'existe plus. Il y a quelques fédérations qui acceptent de soutenir. Allez chercher sur Twitter le soutien de Laurent Berger ou de la CFDT au Soulèvement de la Terre, par exemple. Allez chercher le soutien de l'intersyndicale aux révoltes des quartiers populaires, où il y a des jeunes travailleurs qui ont été dans ces révoltes des quartiers populaires et qui étaient en grève contre la réforme des retraites. Nous, on a essayé de constituer ce réseau et on considère qu'il doit continuer, notamment comme l'a dit Alberta, pour soutenir l'ensemble des fronts de lutte, l'ensemble des batailles qui existent. On considère que les ouvriers et les syndicalistes, ils ne doivent pas uniquement se préoccuper de leur précaré, de leur petite attaque dans leur usine, et de rien faire quand il se passe des choses ailleurs, quand il y a des réquisitions, quand il y a des jeunes qui sont incarcérés, emprisonnés, quand il y a des migrants qui meurent et autres.
Et nous, on est fiers d'avoir des militantes et des militants dans ce réseau pour la grève générale qui se battent ensemble pour ça. Et ça fait chier l'intersyndicale, les amis. Ça fait chier la bureaucratie syndicale quand ils se disent « Mais qu'est-ce que tu te mêles des sans-papiers » Pourquoi tu te mêles de la loi immigration? Ça sert à rien, ça divise. Ils sont pour la division de notre camp social. Alors que nous sommes pour l'unité de notre camp social. On est pour l'unité dans la bataille. On est pour l'unité autour d'un plan de bataille offensif. Et ils sont contre tout cela. Mais comment on peut accepter, les camarades, de lutter pour un avenir meilleur lorsqu'on ne peut même pas, on ne fait rien pour des camarades, comme l'a dit Mariama, qui du jour au lendemain, après 5 ans, 10 ans, 15 ans, se retrouvent mis dans un centre de rétention, dans un avion et ils rentrent chez eux, ni vu ni connu, alors qu'ils ont lâché des milliers d'euros pour des cotisations retraite, dont ils ne verront jamais la couleur. Comment nous, on peut avancer un jour dans nos vies, quand il y a autant d'oppression qui se passe autour de nous? Comment on peut obtenir la retraite à 60 ans quand il y a des syndicalistes qui se font réquisitionner chez eux devant leurs enfants? Comment on peut lutter efficacement? Comment on peut construire la moindre réelle riposte face à ça? Face à un gouvernement qui, lui, oui, il va jusqu'au bout. Il s'en fiche lorsque la lettre a été envoyée à Macron. Macron, il a dit « je ne vous reçois pas, je recule pas ». Et ce dont on avait besoin, les camarades, c'est d'une alternative. Mais d'une alternative radicale, d'une direction construite par en bas, de travailleuses et de travailleurs qui décident de se coordonner, de s'organiser dans des assemblées générales, dans des rencontres interprofessionnelles et de mener un plan de bataille, une stratégie de généralisation de la grève à l'ensemble du pays. Et que nous avions la possibilité. Nous avions la possibilité de faire ça et de le construire. Et que ce n'est pas vrai que Macron tient uniquement par sa police. Macron, il tient certes par sa police, mais il tient aussi par cette bureaucratie syndicale qui impose des stratégies de la défaite, lutte après lutte, pour empêcher que ce pouvoir-là puisse être mis à mal. Et que le réseau pour la grève générale, il faut que vous lui donniez corps, les camarades. Il faut que vous lui donniez encore plus de force à l'avenir. Parce que oui, notre soutien à Naël, ce n'était pas juste un soutien moral, ou pour faire bien, ou pour être plus gauchiste. Mais parce qu'on considère que c'était primordial que le mouvement ouvrier y prenne sa part là-dedans. Je veux dire, les jeunes, ils viennent fracasser vos commissariats. Les commissariats dans lesquels on sortait les syndicalistes il y a 2 semaines, il y a 3 mois en arrière. Les commissariats dans lesquels on venait chercher des raffineurs et des énergéticiens le matin. Ces jeunes-là, ils fracassent ces commissariats. Et ben nous, on est du côté de cette jeunesse-là et on ne va pas faire juste la soutenir, on va appeler à la grève à leur côté. Et c'est de ces réponses-là dont on a besoin. Parce que oui, c'est pas impossible. Lorsqu'on a un pouvoir qui est fragilisé, qui est en crise, on frappe. Faut frapper fort. Et pas laisser en fait la BRI venir dans les quartiers populaires. Pas laisser des flics braquer avec des fusils à pompe et faire des écussons pour des syndicalistes derrière de la police. Pas accepter ça, d'avoir des syndicats policiers à la CGT ailleurs et de fermer sa gueule parce qu'on a peur de perdre quelques cartes. Et que nous, on est des syndicalistes qui disons oui, les syndicalistes de la police, ils doivent sortir de là. Nos syndicats, ils n'ont rien à faire avec la police. Les syndicats, ils ne se sont pas... Et que le syndicalisme, les camarades, il ne s'est pas forgé au fond d'un commissariat, au fond d'une cellule de GAV pour savoir combien il fallait de plus de LBD, comment il fallait changer le moteur pour pouvoir courser les méchants, etc. Le syndicalisme, il s'est forgé au fond des usines,
au fond des usines de métallurgie, lorsqu'il y avait des enfants de 6 ans, 8 ans. C'est dans ça, dans la lutte de classe, dans les processus révolutionnaires. C'est pour arracher des augmentations de salaire, pour arracher des acquis sociaux que le syndicalisme il s'est forgé. Pas pour aller défendre des policiers voyous qui flinguent les jeunes le matin, qui les répriment, qui viennent nous réprimer dans les manifestations. Et nous, on a la clarté de le dire. Et c'est pour ça que Sophie Binet demande à des syndicalistes de la CGT qui sont RGG, pourquoi t'es dans le RGG ? Alors qu'ils te critiquent. Non, on ne critique pas les militants combatifs. On ne critique pas celles et ceux qui se réveillent à 4 h du matin, qui montent le piquet, qui traquent, qui vont voir les collègues pour les mobiliser et qui parfois sont démoralisés parce qu'ils ne comprennent pas. Ils se disent pourquoi c'est encore des grèves perlées ? Pourquoi on perd ? Pourquoi mes collègues ne se mobilisent pas ? Pourquoi le Front National est en train de monter ? À toutes ces questions-là. Et on considère que oui, va y avoir des échéances à venir. Va y avoir de grands défis, les camarades. L'inflation, elle n'a pas baissé. Bien au contraire. Il y a des plans d'austérité qui arrivent. Il y a des contre-réformes de la sécurité sociale. Et j'en passe qui arrivent, les camarades. Et on ne peut pas attendre de savoir si le patron de la CFDT, il va vouloir se poser à la table de je ne sais qui, ou de savoir quel dirigeant de la CGT ou de Solidaire va fermer sa gueule pour pas froisser un tel ou un tel. Et on a besoin d'une unité par en bas, une unité des travailleuses et des travailleurs. Et on pense que le réseau pour la grève générale, il peut aider, en tout cas, à constituer ça. Il peut aider à participer à ce que des travailleuses et travailleurs qui ne se connaissaient pas avant, qui ne militaient pas avant ensemble, ils sont capables de construire un outil qui répond aussi au tac aux défis qui sont devant eux, à l'image des réquisitions. Et je pense que si les réquisitions ils se sont calmées à un certain moment, c'est aussi parce qu'il y a des camarades qui sont partis à la raffinerie de Normandie, ils avaient peur que ça se passe ailleurs. C'est aussi, et je voulais les saluer, parce qu'ils sont nombreux, ce sont nos camarades avocats dont le comité d'action juridique s'est constitué durant le réseau pour la grève générale. Qui s'est constitué durant le mouvement durant le réseau pour la grève générale, qui a participé à sortir les manifestantes et les manifestants dans plusieurs villes de France, les sortir de commissariat, les sortir de garde à vue, aider aux réquisitions qui se passaient, aider sur les piquets de grève. Et ces avocats qui sont liés du comité d'action juridique et qui sont liés au réseau pour la grève générale, lorsqu'il y a eu les révoltes, ils ne se sont pas arrêtés. Ils n'ont pas dit « Ah non, 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 nous on n'aide que les travailleuses et travailleurs ». Ils ont été à Bobigny, à Nanterre, à Créteil et ailleurs, dans tous les tribunaux de Paris, de France et d'ailleurs, pour aller défendre les jeunes qui étaient en garde à vue, qui étaient en comparution immédiate. Et nous, on est fiers de ça, d'avoir fait un réseau qui n'est pas un réseau de syndicalistes boutiquiers qui défend sa petite chapelle. Mais de faire un réseau dans lequel il y a des travailleurs sans papier, des syndicalistes de la CGT, de Sud et d'ailleurs, mais dans lequel il y a aussi Frédéric Lordon, il y a aussi Adèle Hanel, il y a aussi des intellectuels, il y a aussi des gens de la culture et toutes celles et ceux qui veulent participer à ce front de lutte, à faire reculer le gouvernement. Et pour nous, c'est le plus important, c'est de continuer à construire un réseau pour demain qui soit utile dès le départ, dans les prochaines luttes, qu'on dise il y a le réseau pour la grève générale qui est déjà mis en place et il faut tout de suite le renforcer et l'agrandir et constituer des comités d'action, comme l'a dit Alexis tout à l'heure, partout en France. Des comités d'action qui aident à communiquer sur la grève, qui aident à lutter contre la répression, qui aident à lutter contre les réquisitions. Et c'est en tout cas ce message-là qu'on avait envie de vous transmettre aujourd'hui. Pourquoi on avait envie de tirer le bilan de la réforme des retraites, parce que pour nous, la séquence, elle n'est pas finie. On a un gouvernement qui est dans la merde, même si on croit que parfois on est plus dans la merde que lui. Je vous assure, les camarades, que les 5 mois de la réforme des retraites ne sont pas passés. La révolte des banlieues n'est pas passée. La grève des contrôleurs de la SNCF n'est pas passée. La grève des raffineurs n'est pas passée. Tout ça, ce sont des acquis importants, les camarades. Et c'est sur tous ces acquis-là qu'il va falloir qu'on apprenne. Et dès la rentrée, essayer de se renforcer au niveau du réseau pour la grève générale. Merci.